Eh coucou, me revoilà. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler d'un illustre personnage, et oui, encore une fois, dont j'ai évoqué le nom dans ma dernière vidéo donc consacrée à Einstein. Donc ce personnage emblématique, qui est, de qui qu'on va parler aujourd'hui, eh bien on va parler de Sir Isaac Newton. Et oui, Isaac Newton, qui, comme tu le sais déjà, est une figure emblématique du XVIIe siècle en matière de science. Et oui, il est reconnu pour avoir fondé la mécanique classique, pour sa théorie sur la gravitation universelle et la création du calcul infinitésimal. Donc c'est ce que je te propose de découvrir avec moi aujourd'hui. Et oui, Isaac Newton, philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien. Donc comme tu l'imagines, est un homme avec de nombreuses cordes à son arc. Donc c'est parti pour la petite histoire de Isaac Newton. Il faut savoir qu'Isaac Newton, il est né un 25 décembre 1642. Et il y a une petite controverse par rapport à sa date de naissance, puisqu'à l'époque où il est né, l'Angleterre n'appliquait pas encore le calendrier grégorien. Donc, mais bon, sa naissance aurait été déclarée donc un 25 décembre 1648, au manoir Woolsthorpe, en Lincolnshire, au sein du royaume d'Angleterre. Les fils de monsieur Isaac Newton et de Madame Anna Hatzcook. Il y a une petite anecdote sympathique à savoir par rapport à son année de naissance, c'est qu'en fait Newton, il est né la même année que le décès de Galilée, en janvier 1642, et donc Newton est né le 25 décembre de la même année. Ses parents sont fermiers, sa venue au monde intervient dans un contexte particulier, voire même triste, puisque Isaac naît 3 mois après le décès de son papa, de façon prématurée, à savoir 3 mois avant le terme. Sa mère lui dira même plus tard que personne ne pensait qu'il puisse survivre. Il était si petit et si fragile que visiblement, selon sa maman, il aurait pu tenir dans un cruchon. On ne sait pas grand-chose de ses premières années, puisque à part quelques données ont été rapportées par Newton lui-même. Lorsqu'il a 3 ans, sa maman se remarie avec un pasteur, Barnabas Smith, alors âgé de 63 ans et originaire du village voisin. Donc c'est quelqu'un d'aisé, sauf que le bon vieux Barnabas ne souhaite pas donc s'occuper d'Isaac. Du coup, Isaac sera confié à la garde de ses grands-parents maternels au moment où sa maman prend la décision de partir s'installer donc avec son nouvel époux. Donc cette famille maternelle d'Isaac Newton est essentiellement composée de gens d'église et d'universitaires qui assureront du coup une bonne éducation à Isaac. Mais ce qu'il faut savoir, c'est suite à cet épisode de séparation, d'abandon, il naîtra donc en lui, selon ses propres dires, un fort sentiment d'angoisse, d'agressivité et de peur. Ce qui fera d'ailleurs de lui un égocentrique précoce et qui peut réagir parfois avec une violence démesurée. Donc il souffre de son enfance solitaire et c'est un enfant qui s'isole pas mal. À 5 ans, il fréquente donc les écoles primaires de Sillington et de Stokes. À 10 ans, donc son beau-père Barnabas meurt et sa mère revient donc s'installer dans la maison familiale avec les 3 enfants qu'elle a eus avec le pasteur. Et le bonheur ne dure pas, puisque à 12 ans, Isaac est envoyé donc dans une école à 11 km, mais il ne prend pas sa scolarité très au sérieux. Il est toujours au fond de la classe jusqu'au jour où, en sortant du collège, il se bat avec un élève plus grand que lui et le terrasse. Il prend alors conscience de son pouvoir de domination et souhaite désormais dominer intellectuellement. À partir de là, il ne cessera plus jamais d'occuper la première place au classement des élèves, ce qui deviendra même un véritable trait de caractère, à savoir celui de l'emporter sur ses rivaux qu'il considère comme inférieurs.
Il est également passionné de dessin et s'initie au rudiment de la philosophie naturelle. Donc la philosophie naturelle, eh bien, c'est l'ancêtre de la physique actuelle. Donc il affiche également une véritable dévotion pour les cadrans solaires, un petit peu comme Einstein avec sa boussole. Après 4 ans au collège, sa mère le rappelle donc pour qu'il s'occupe du domaine et devienne fermier à son tour, sauf que des gens ne sont pas d'accord avec le choix de sa maman dans son entourage, à commencer par son oncle William, donc le frère de sa mère qui s'y oppose, et ayant conscience du potentiel d'Isaac qui possède selon lui de véritables dons scientifiques, donc il s'oppose à son retour et souhaite que son neveu puisse suivre ses études. Et il y a également son maître d'école, Monsieur Stokes, qui se propose de payer lui-même les frais de scolarité du jeune Isaac ainsi que de l'accueillir jusqu'à l'achèvement de sa formation. Ensuite, il s'inscrit donc à l'université et de juin 1661 à août 1665, il étudie au Trinity College et obtient un bac universitaire, puis une maîtrise des arts au sein du même établissement de 1667 à 1668, et ensuite il intègre l'université de Cambridge où il préparera une licence des arts libéraux. Parallèlement à ça, il faut savoir qu'il est fortement intéressé par les ouvrages de Descartes, Galilée, Robert Boyle, Henry More, Hobbes et Gassendi de façon donc autodidacte. Il dévore tout ce qui lui tombe sous la main. Il faut savoir également qu'en un peu plus d'1 an, suite à cela, il a été capable d'assimiler lui-même tous les fondements de l'analyse élaborée au XVIIe siècle. Donc on retrouve dans l'article lui étant consacré dans Wikipédia, donc il y a un petit paragraphe concernant sa personnalité. Newton est doté d'une personnalité tourmentée et complexe. Il répugne à communiquer ses travaux et publie souvent plusieurs années après les avoir achevés. Il a tendance à se replier sur lui-même, vit seul et est un bourreau de travail. En effet, il en oublie parfois de dormir ou de manger. De surcroît, ses relations avec les autres sont souvent problématiques. Par exemple, il s'oppose souvent à Robert Hooke à propos de la lumière et de sa théorie sur la gravitation. Newton attendra que Hooke meure pour publier ses travaux sur l'optique. Hooke, de son côté, accuse Newton de l'avoir plagié sur la théorie des inverses carrées, car ce dernier a commencé ses travaux en parallèle à ceux de Hooke et sans rien dire à personne, ce qui rend Hooke furieux. Newton prétend alors n'avoir pas eu connaissance des recherches de Hooke et n'avoir pas lu ses travaux sur la gravitation. On sait aujourd'hui que Newton a menti, non pas par culpabilité, mais par horreur du personnage. Donc voilà, ça te donne un petit peu une idée du caractère d'Isaac Newton. On sait qu'en 1693, il traverse une grave période dépressive. Il est dans un état de grand trouble, il est même sujet à des hallucinations. Oui. Par rapport à la religion, on sait que Newton fut profondément religieux toute sa vie. Fils de puritain, il passe le plus de temps à étudier la Bible que la science. Une étude de tout ce qui a été écrit révèle que sur les 3 600 000 mots qu'il a écrits, seul 1 million concerne la science et 1 400 000 la théologie. Il a notamment produit des écrits sur la Bible et les pères de l'Église. Une critique textuelle des Saintes Écritures qui a été remarquée. Il voit une évidence du dessein divin dans le système solaire. L'admirable uniformité du système planétaire force à y reconnaître les effets d'un choix. Il insiste cependant sur le fait qu'une intervention divine serait requise pour réparer le système en raison de la lente croissance de son instabilité. Isaac appartient à la franc-maçonnerie.
Il est un ami de Jean-Théophile Desaguliers et de James Anderson qui ont fondé la Grande Loge de Londres en 1717, marquant le passage de la maçonnerie opérative à la maçonnerie spéculative moderne. La vision de Newton sur la Trinité est plus proche de celle de l'Église orthodoxe que celle des catholiques romains, des anglicans et de la plupart des protestants. Stephen D. Snowbodelen dit qu'Isaac Newton était un hérétique. Cependant, il ne fit jamais de déclaration publique par rapport à sa propre foi que les orthodoxes auraient considérée comme extrêmement radicale. Il cacha si bien sa foi que les chercheurs n'ont toujours pas réussi à élucider ses propres croyances. À une époque notoire pour son intolérance religieuse, il existe peu de traces de l'expression publique des vues radicales de Newton. Les plus notables sont des refus de l'ordination et, sur son lit de mort, celui du dernier sacrement. À propos de l'étude de sciences occultes d'Isaac Newton, on nous dit qu'il a produit de nombreux ouvrages qui seraient désormais considérés comme des études de sciences occultes. Ses travaux ont exploré l'alchimie, la chronologie et l'interprétation biblique, entre parenthèses en particulier l'Apocalypse. Le travail scientifique de Newton pourrait avoir été d'une importance personnelle moindre pour lui en ce qu'il mettait l'accent de son travail plutôt sur la découverte de la sagesse occulte des anciens. L'économiste John Maynard Keynes a estimé en 1942, au tricentenaire de la naissance de Newton, qu'il n'était pas le premier de l'âge de raison, mais qu'il était le dernier des magiciens. En ce sens, certains historiens, dont Keynes, estiment que toute référence à une vision du monde newtonienne comme étant de nature purement mécanique est quelque peu inexacte. Des recherches historiques sur les études occultes de Newton en relation avec sa science ont également été utilisées pour contester le récit de désenchantement du monde dans la théorie critique. On sait également que dans certaines de ses notes privées, probablement jamais destinées à être rendues publiques, Newton a tenté de prédire l'Apocalypse sur la base de sa compréhension protestante de la Bible et des événements connexes. Dans l'une de ses notes, le scientifique fait référence à l'année 2060. Il est important de souligner que Newton n'a pas exactement prédit la destruction du monde, mais la fin du monde tel que nous le connaissons. En quelque sorte, la fin d'une époque. Aux alentours de cette date, le Christ reviendrait pour établir un royaume mondial de paix. Vers 2060, la Babylone, où l'église trinitaire corrompue, serait tombée, laissant place à la diffusion d'un véritable évangile. Pourquoi n'a-t-il pas diffusé publiquement ces notes ? Probablement par sage prudence. Je vais revenir aussi sur l'épisode de la pomme, tu sais, ce fameux épisode de la pomme. Alors il y a plusieurs versions où il aurait vu tomber la pomme, où la pomme lui serait tombée dessus selon les sources. Là je vais te dire un petit peu ce que j'ai trouvé donc sur Wikipédia, encore une fois. C'est vers la fin de sa vie qu'aurait eu l'épisode vraisemblablement légendaire de la pomme qui tombe de l'arbre sur sa tête, lui révélant les lois de la gravitation universelle. L'anecdote est portée par le physicien à son biographe et ami William Stukeley, qui relate en 1752 une rencontre du 15 avril 1726. Ouvrez les guillemets. Le temps devenant chaud, nous allâmes dans le jardin et nous bûmes du thé sous l'ombre de quelques pommiers, seulement lui et moi. Au cours de la conversation, il me dit qu'il s'était trouvé dans la même situation lorsque, longtemps auparavant, la notion de la gravitation lui était subitement venue à l'esprit, tandis qu'il se tenait assis dans une humeur contemplative. Pourquoi cette pomme tombe-t-elle toujours perpendiculairement au sol, pensa-t-il en lui-même. Pourquoi ne tombe-t-elle pas de côté, ou bien vers le haut, mais constamment vers le centre de la Terre? Et si la matière attire ainsi la matière, cela doit être en proportion de sa quantité. Par conséquent, la pomme attire la Terre de la même façon que la Terre attire la pomme. Pour ce qui est de la Lune, intervenue dans le raisonnement du jeune Newton, c'est John Conduit, assistant de Newton et mari de la nièce de Newton, qui raconte ainsi la scène.
Ouvrez les guillemets. Au cours de l'année 1666, il quitta de nouveau Cambridge pour retrouver sa mère dans le Lincolnshire. Tandis qu'il méditait dans le jardin, il lui vint à l'esprit que le pouvoir de la gravité, entre parenthèses qui faisait tomber la pomme de l'arbre vers le sol, fin de la parenthèse, ne se limitait pas à une certaine distance de la surface terrestre, mais qu'il devait s'étendre beaucoup plus loin que ce que l'on pensait habituellement. Pourquoi pas aussi loin que la Lune, se dit-il, et dans ce cas, ce pouvoir doit influencer son mouvement et même la retenir sur son orbite. À la suite de quoi, Newton se mit à calculer quelle serait la conséquence d'une telle hypothèse. Newton est déclaré quand même le père de la mécanique moderne grâce aux 3 lois du mouvement qui portent son nom et énoncées telles qu'elles le sont enseignées de nos jours. Je ne vais pas retracer tout son parcours professionnel parce que comme tu peux te l'imaginer, c'est très très riche. J'ai fait pas mal de recherches et j'ai également regardé un petit documentaire que j'ai trouvé sur YouTube. Donc dans ce documentaire, il y a 2 spécialistes qui ont étudié pendant un certain nombre d'années la personnalité de Newton. Donc, j'ai noté un petit peu les témoignages de Robert Leaf et de Michael Fitzgerald qui, après avoir examiné un petit peu la biographie et tout ce qu'ils ont pu trouver sur Newton, en ont déduit qu'il pouvait être terriblement opiniâtre, voire même obsessionnel, que c'était un esprit extrêmement contradictoire, qui a eu une vie d'ailleurs marquée par le secret, avec une vie sociale très pauvre. C'était quelqu'un également qui est dépeint comme très peu empathique, méfiant, paranoïaque, cruel, voire même sadique. Par contre, en balance avec tout ça, il avait quand même une incroyable capacité de concentration. Il possédait un réel don pour soulever les questions essentielles et faire des expériences. C'était quelqu'un de très solitaire, comme Einstein, comme beaucoup de génies d'ailleurs, donc très solitaire et aussi très obsédé par son travail. Il vivait presque en reclus. Il rédigeait énormément de notes, donc pareil, ça fait un petit peu penser à tout ce que j'avais dit au sujet de Ramanujan. Enfin voilà, il avait énormément de notes, il faisait énormément de recherches et il disait qu'il faisait ses recherches avant tout pour lui-même. Il ne souhaitait pas partager en fait, c'était sa propre quête, quoi. Il était vraiment hanté par son travail et n'avait pas d'autre centre d'intérêt que ses recherches. Il se cloîtrait dans ses appartements et limitait ses contacts au maximum pour se concentrer exclusivement donc à toutes ses recherches dans des domaines bien divers et donc ses domaines de prédilection, à savoir donc les mathématiques, la physique, la théologie et ainsi que l'alchimie. Il faut savoir que d'ailleurs à ce propos, il a rédigé beaucoup plus de notes sur la théologie et l'alchimie que sur les mathématiques. Il a beaucoup cherché là-dessus. Il est convaincu qu'il possède un don unique qui lui permet de percer les secrets de l'univers au travers des sciences, de la religion et de l'alchimie. Tu vois, ça s'invente pas, quoi. Il est vraiment omnibulé par ses recherches secrètes, quoi. Il fait preuve d'une véritable obsession pour sa quête de vérité. D'ailleurs, en 1727, quelques semaines avant sa mort, Newton a brûlé de nombreux documents manuscrits et de notes. Et ça, c'est avéré par des témoignages, des gens qui ont directement assisté à ça. Donc on ne sait pas trop ce qu'il a brûlé, mais il y a beaucoup de spéculations autour du fait que ça pourrait être des notes liées, le fruit de ses recherches secrètes relatives à l'alchimie, au code caché de la Bible et à la date de la fin du monde. Il s'est beaucoup intéressé à cette question. Il était passionné par l'alchimie et les textes sacrés. Il dissèque tous les textes sacrés et surtout l'Apocalypse qu'il soupçonnait d'être codé. Il a inventé quand même pas mal de choses, dont un télescope révolutionnaire qui est d'ailleurs toujours utilisé de nos jours, donc avec des miroirs et non des lentilles, comme c'était le cas avant son nouveau télescope. Alors ce qu'il faut savoir aussi concernant Newton, il a été anobli par la reine Anne, peut-être moins en raison de ses travaux scientifiques ou de son rôle à la monnaie que la proximité d'élection. Il adopte alors un blason inhabituel constitué d'une paire de tibias humains croisés sur un fond noir, à la manière d'un drapeau de pirate sans tête de mort.
Ok. Parmi ces explications possibles avancées par les chercheurs pour expliquer ce choix, figure la possibilité d'une référence au symbole mathématique de la chiralité. En 1717, il analyse les pièces de monnaie et en tire une relation or-argent. Cette relation est officialisée par le roi et la reine Anne. En 1720, Newton investit et perd l'essentiel de sa fortune financière dans la bulle de la South Sea Company, mais il n'est pas ruiné grâce à sa fortune immobilière. Il aurait dit à cette occasion « Je sais prédire le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des gens. » Voilà. On nous dit, malgré ses succès dans le domaine du calcul et de la science en général, Newton préfère reprendre au cours de ses dernières années ses études en théologie. Il étudie à fond la chronologie des prophéties bibliques et écrit des textes sur les hérésies antiques et les religions païennes. Il rédige un extrait connu sous nom de Brève chronologique, chronologie corrigée des royaumes de l'Antiquité, dont le texte complet en anglais est publié. Pendant ses années d'études religieuses, sa santé se détériore gravement à des problèmes mineurs tels que calculs rénaux ou faiblesse Des sphincters. viennent s'ajouter une inflammation pulmonaire et une sévère attaque de gouttes. Les problèmes respiratoires l'obligent à s'installer à la campagne où son état s'améliore sensiblement. En 1727, Newton, à peine remis d'une crise de gouttes, se rend à Londres pour présider une réunion de la Royal Society. Ce voyage le fatigue terriblement. De son retour dans sa propriété campagnarde de Kensington, il doit rester alité et meurt le 31 mars 1727 à l'âge de quand même 84 ans. Ses funérailles sont somptueuses, son cercueil exposé dans l'abbaye de Westminster est porté en grande pompe et inhumé dans la nef aux côtés des rois d'Angleterre. Voltaire, qui se trouve alors à Londres, commente admiratif. Ce fameux Newton, ce destructeur du système cartésien, mourut au mois de mars de l'an passé 1727. Il a vécu honoré de ses compatriotes et a été enterré comme un roi qui aurait fait du bien à ses sujets. Ferme les guillemets. Donc Newton est considéré donc comme l'un des plus grands génies et savants de l'histoire humaine. Donc voilà, tu vois, au travers de ces traits de personnalité, on se rend compte qu'il a des traits de personnalité quand même qui sont communs à d'autres génies, dont ceux dont je t'ai parlé dans mes dernières vidéos. Ça fait vraiment penser, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, puisque ça a été soulevé donc par un des spécialistes, Monsieur Fitzgerald, qui s'exprime dans le documentaire que j'ai vu. Il fait un lien avec une forme d'autisme, à savoir le syndrome d'Asperger, qui met en lumière des traits de caractère similaires, dont des rapports sociaux médiocres, une faible empathie, un regard perçant, des difficultés à interpréter le langage corporel et des comportements répétitifs. Effectivement, Newton, en plus d'être obsessionnel, ça pouvait lui arriver de réécrire plusieurs fois ses écrits et ses notes. Ce sont des traits de personnalité qui ont été justement identifiés chez les génies atteints d'Asperger, tels que par exemple Einstein et Darwin. C'est du factuel, qui avait le même type de comportement obsessionnel. Donc voilà, en plus d'avoir eu une forte impact dans le monde de la science, Monsieur Isaac Newton a été anobli, c'est pour ça qu'on l'appelle Sir Isaac Newton. Donc en plus d'être influent dans les domaines de la science, il a été aussi influent dans beaucoup d'autres domaines, puisque quand on s'intéresse un petit peu à sa fiche Wikipédia, on voit qu'il a quand même rempli un bon paquet de fonctions. Il a été quand même président de la Royal Society de 1703 à 1727, membre du Parlement d'Angleterre de 1701 à 1702, directeur de la monnaie de 1700 à 1727, Warden of the Mint de 1696 à 1700, membre du Parlement d'Angleterre de 1689 à 1690, chaire de professeur lucasien de mathématiques de l'Université de Cambridge de 769 à 702, membre du Parlement anglais de 1701 à 1702, membre du Parlement anglais de 1689 à 1690. Voilà, donc personnage, comme je te le disais, quand même très influent. Je t'invite à aller regarder l'article qui lui est consacré
sur Wikipédia. Il est très fourni, il y a plein d'informations très pertinentes. Moi, comme tu le sais, je veux essentiellement mettre l'angle sur sa spiritualité. Je vais donc terminer cette vidéo par une petite citation de cet illustre personnage. Ouvrez les guillemets. J'ai vu plus loin que les autres parce que je me suis juché sur les épaules de géants. Copernic, Galilée, Aristote, Kepler et Descartes. Fermez les guillemets. Donc en fait, moi ce que je lis en dessous, c'est quand même un petit peu guidé par Les morts. Donc voilà, eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très bientôt.